Vous êtes prêts? Pas de problème. Mes chers collègues, bonjour. Je vous propose de démarrer, s'il vous plaît. Dans le cadre de nos travaux sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin M. Jean-René Le Cerf, président, et Mme Aude Muscatelli, directrice adjointe de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo. Elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande. Monsieur le Président, Madame la Directrice, le PLFSS pour 2026, dans sa version initiale, plusieurs mesures qui concernent la branche autonomie, en particulier l'adaptation du financement des établissements accompagnant des enfants et des jeunes en situation de handicap dans le cadre de la réforme dite Séraphin. La définition de la contribution de la CNSA à la prise en charge du coût de l'accord du 4 juin 2024 pour les départements sur les revalorisations Ségur. Et enfin, la déduction des indemnisations versées par les assurances et les fonds d'indemnisation du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap. Madame, Monsieur, je vais vous laisser commencer cette audition par un propos liminaire dans lequel vous nous donnerez votre vision de ce PLFSS 2026. Les membres de la commission pourront ensuite vous interroger, en commençant bien sûr par notre rapporteur de la branche autonomie, notre collègue Chantal Desailly. Et il nous faut prévoir 1 heure, 1 heure et quart, parce que nous avons une autre édition après. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne peux pas commencer sans vous dire effectivement le plaisir que j'ai à me retrouver ici. C'est de retrouver cette maison où j'ai passé près de 15 ans et que je n'oublierai jamais et qui furent effectivement des années extrêmement passionnantes. Et puis je reconnais beaucoup de visages dans cette salle connue, des gens avec qui on travaille encore au conseil d'ailleurs de la CNSA, d'anciens collègues. Et c'est un grand plaisir. Donc, je rentre tout de suite dans le vif du sujet pour vous dire que le conseil de la CNSA s'était réuni jeudi dernier, soit 2 jours après le dépôt du PLFSS, et compte tenu des délais, il n'a pas pu se prononcer et doit le faire dans les prochains jours. Mais il s'est largement exprimé et sur les orientations prises, et je ne vous cacherai pas effectivement l'inquiétude du Conseil sur bien des aspects effectivement du PLFSS. Alors on va commencer par ce qui va bien, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc les membres du Conseil ont d'abord pris acte du fait que la branche autonomie est à nouveau relativement préservée par rapport aux autres branches, ce qui est une bonne chose, ce qui montre effectivement l'importance que l'on accorde à la protection des plus vulnérables, avec une progression des dépenses de 3,5% par rapport à l'an dernier et une progression de l'OGD de 2,5% contre 1,6% pour l'ONDAM. Comme je le dis souvent, l'augmentation régulière des moyens financiers de la 5e branche de sécurité sociale pourrait, par temps calme, apparaître comme étant satisfaisante. Mais nous sommes par tempête, c'est-à-dire le défi démographique, l'excellente nouvelle, si vous voulez, de l'espérance de vie des personnes en situation de handicap, qui aujourd'hui est à peu près la même que l'espérance de vie générale, tout cela, effectivement, nous met devant des responsabilités extrêmement importantes et qui, bien évidemment, ne peuvent se contenter de politiques au fil de l'eau. Et puis, cette légère progression financière s'avère tout de même bien ralentie par rapport à certaines prévisions. Il y a un ralentissement par rapport à la trajectoire des 50 000 équivalents temps plein en EHPAD prévus pour 2030, avec seulement 4 500 postes qui pourront être financés donc, en 2026. On ne renonce pas au projet, mais le projet se ralentit. De la même manière, un ralentissement de la trajectoire des 25 000 places de SIAD, avec 70 millions d'euros seulement qui sont prévus à la fois pour ce développement du nombre de SIAD et pour le développement du nombre également des CRT autour des EHPAD et autour des SAD. Donc, rappelez-moi, le C de CRT,
les centres de ressources territoriaux. Voilà, tout à fait. Or, on y accorde beaucoup d'importance puisque ces centres territoriaux devraient, pour nous, être utilisés pour diffuser également la logique domiciliaire, tant au niveau des structures qu'au niveau domiciliaire. En outre, le fonds d'urgence n'est pas renouvelé, fonds d'urgence dont nous avions pris l'habitude, effectivement, qu'il concerne fondamentalement les EHPAD et voire les SAD. Nous avons souvent critiqué cette méthode du fonds d'urgence, puisque nous appelions les uns et les autres, je pense à des réformes structurelles qui permettraient de s'en passer, mais aujourd'hui on supprime sans avoir remédié aux causes profondes, en prenant le risque dans un premier temps de la détérioration des conditions de vie, notamment au niveau des EHPAD, et en prenant le risque de l'effondrement de bon nombre de structures au cours de l'année, ce qui est vraiment redouté par bon nombre de spécialistes du Conseil de la CNSA, puisque le Conseil de la CNSA réunit l'ensemble des parties prenantes à l'autonomie, y compris bien évidemment les associations de personnes âgées, de personnes handicapées, et puis les responsables de structures, et notamment d'EHPAD. Certains membres du Conseil, devant cette situation, appellent à utiliser davantage les tarifs différenciés pour tenter de retrouver un équilibre compromis. Bon, moi, j'étais tout à fait favorable à cette différenciation, puisque lorsque j'étais président du département du Nord, après avoir quitté mes fonctions de sénateur, j'avais mis en place, dès 2015, cette différenciation. Mais cette différenciation en fonction des revenus, elle ne peut s'envisager partout, et elle ne peut s'envisager effectivement qu'avec tact et mesure. Alors, du côté des personnes en situation de handicap, les membres du Conseil pointent toujours le manque de solutions en établissement. Je rappelle avec une certaine émotion, si vous voulez, parce que ces propos avaient provoqué une certaine émotion au sein du Conseil de la CNSA, que le président de l'UNAPI, qui est vice-président de la CNSA, déplorait récemment que dans de nombreux cas, il fallait attendre des décès pour trouver une place. Ce qui n'est pas une situation effectivement digne d'un pays comme le nôtre. Conserver la dynamique du plan des 50 000 solutions prévues par la Conférence nationale du handicap de 2023 apparaît comme un impératif prioritaire. Deux mots sur la réforme Séraphin. La réforme Séraphin, qui est un vaste chantier dont je rappelle quand même qu'il est ouvert depuis plus de 10 ans, pas l'Arlésienne, puisqu'on la voit arriver, mais enfin, c'était un peu long. Réforme, effectivement, de la tarification des ESMS intervenant auprès des personnes handicapées. Cette réforme Séraphin, elle est louée dans tous ses objectifs, qu'il s'agisse de renforcer l'équité dans l'allocation des ressources, notamment en appréhendant la complexité de certains accompagnements, qu'il s'agisse d'introduire dans la tarification des incitations très claires dans le sens de la transformation de l'offre médico-sociale, ou qu'il s'agisse de garantir la stabilité du modèle de financement. Mais cette première étape de la réforme du financement pour les établissements pour enfants n'entrera en vigueur qu'en 2027, même si nous sommes malgré tout satisfaits de l'annonce de 360 millions d'euros sur 4 ans, 90 millions d'euros par an, de 2027 à 2030. Donc, ça ne concerne pas directement 2026, mais bon, cette fois-ci, si vous voulez, la fenêtre s'ouvre pour l'application de la réforme Séraphin. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, la volonté de mettre fin au double financement en prévoyant la déduction de l'APA et de la PCH des indemnisations versées par les assurances et par les fonds d'indemnisation. Bon, cela semble logique, puisque on peut estimer qu'il faut rembourser le préjudice, tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Bon, on a eu malgré tout des avis, des demandes de retrait d'un certain nombre de membres des conseils qui, sans être hostiles au principe même, insistent sur la nécessité de concerter davantage avec les personnes concernées sur un sujet dont la sensibilité et la complexité ne sont pas à démontrer. Quelques mots concernant les départements, que je connais bien.
Pas sûr d'ailleurs que le département de France se réjouit toujours de la désignation d'un ancien président de département à la tête du conseil de la CNSA, pour dire que concernant les départements, les membres du conseil soutiennent la première étape de la réforme des concours. Et on soutient réellement, on espère y avoir d'ailleurs également participé, première étape de la réforme des concours qui a conduit à un changement profond, puisque le concours de la CNSA est désormais calculé à partir d'un taux de couverture des dépenses d'APA et de PCH, et non à partir des recettes, ce qui donne bien évidemment une sécurité et donc une sérénité beaucoup plus importante effectivement aux départements. Désormais, ils sont assurés que si leurs dépenses augmentent, parallèlement, les contributions de la sécurité sociale, de la CNSA, de l'État, appelez ça comme vous voulez, augmenteront également à due proportion. Nous sommes également heureux de la simplification lorsque quatre des concours ont pu être fusionnés. Tout ça, c'est un changement majeur. C'est un changement majeur qu'on doit... je ne suis pas là pour donner des bons points aux uns ou aux autres, mais un de mes anciens collègues du département, qui a été un ministre météore, effectivement, sur le problème de l'autonomie, qui est Paul Christophe, au moins son passage a été marqué par cette situation, qui est une situation tout à fait d'évolution importante. Je précise quand même, si vous voulez, que sur l'avancée des discussions avec les départements, on en est aujourd'hui à 43% de financement de la part de la CNSA sur APA-PCH. Davantage sur l'APA, moins sur la PCH, mais la moyenne, c'est donc 43%. Qu'aujourd'hui, la discussion entre les pouvoirs publics et le département de France, elle porte sur une demande de 50%, qui n'a pas été rejetée d'ailleurs par le gouvernement, mais le gouvernement demande d'avoir le temps de respirer un peu, si je peux m'exprimer ainsi. Et il reste un dossier, qui est un dossier politiquement incorrect, mais c'est une raison de plus pour que je vous en parle, c'est de savoir si ces 50%, c'est 50% pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien pour les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, et aussi bien pour la Haute-Savoie et puis la Lozère, ou bien s'il pourra y avoir également une péréquation verticale qui se ferait, et les 50% pourraient se transformer en 40 pour certains et en 70 pour d'autres. D'ailleurs, les départements exigent, et le gouvernement l'a accepté, que lorsque, pour tel ou tel département dont la situation est réellement une situation très préoccupante, vous avez effectivement dès aujourd'hui des subventions, des participations CNSA sur le bloc, si je peux m'exprimer ainsi, APA et PCH supérieurs à 50%, il n'est pas question effectivement de les diminuer avec la mise en œuvre de la réforme. Alors, je signale également que les départements ont fait valoir un désaccord sur le montant accordé à la compensation de l'accord du Ségur, où vous avez 85 millions d'euros qui sont fléchés donc, de manière pérenne, si je peux m'exprimer ainsi, et les départements ont fait observer que cela ne couvre pas les professionnels de la protection de l'enfance, ce qui d'ailleurs, au regard du périmètre de la branche autonomie, était difficile à concevoir. Mais il y a donc là un problème qui sera certainement reposé lors des débats parlementaires. Alors, les membres du Conseil se sont par ailleurs fortement inquiétés de l'article 20 du PLFSS qui vise à rendre obligatoire la vaccination contre la grippe saisonnière pour les résidents des EHPAD, sous réserve d'une recommandation préalable de la Haute Autorité de Santé. On ne remet pas en cause l'intérêt de la vaccination. Une large majorité des membres souhaitent que les personnes conservent malgré tout leur libre arbitre. Qu'elles soient très fortement incitées, c'est tout à fait nécessaire. Et pour cela, nous estimons qu'elles doivent continuer à se sentir chez elles. Quand je dis cela, je suis d'un optimisme débridé, parce qu'il faudra d'abord qu'elles se sentent chez elles, effectivement, au niveau des EHPAD, continuer à se sentir chez elles et pour cela, conserver le pouvoir de choisir. Il s'agit d'un sujet éthique et de préservation des droits. Alors, certes, il y a le collectif, c'est-à-dire il ne faut pas non plus que le refus de vaccination pour les uns entraîne des risques pour les autres. Il y a certainement, effectivement, des modalités techniques à rechercher pour obtenir une conciliation sur ce point. Bien évidemment, on est tous d'accord pour dire que la personne qui refusera la vaccination, ce n'est pas un motif qui permettra de l'exclure, effectivement, de l'EHPAD. Alors, cette préoccupation que l'on vient d'exprimer sur le fait de vivre comme chez soi, elle rejoint celle beaucoup plus large de l'habitat intermédiaire, habitat aussi, habitat partagé, habitat inclusif,
qui offre aux personnes, qu'elles soient âgées ou en situation de handicap, un domicile dans lequel elles se sentent chez elles, l'insécurité et l'isolement en moins. Je vole la formule à Denis Piveteau, mais je trouve que cette formule, elle était vraiment très claire. Et la volonté, c'est effectivement de développer cet habitat intermédiaire. Je signale que le PLFSS, on va être un peu sévère alors que c'était une bonne initiative. Le PLFSS prévoit une enveloppe de 50 millions d'euros en investissement sur des solutions d'habitat intermédiaire et 50 millions d'euros pour renforcer la prévention et la coordination des soins en résidence autonomie. On les prend, si je peux m'exprimer ainsi. C'est bien, c'est une première étape. Ce n'est pas suffisant au regard des besoins et surtout, ce n'est pas très cohérent par rapport à ce que nous souhaitions. Le Conseil de la CNSA a travaillé pendant plusieurs mois sur une contribution à un avis qui vient d'être voté sur l'habitat intermédiaire. Dans cet avis qui vous sera transmis à chacun, il est identifié un besoin de création de 500 000 places en habitat intermédiaire d'ici 2050. Et bien sûr, nous allons cadencer tout cela. Je me souviens trop bien, effectivement, du rapport de Mme El Khomri, où elle nous disait, à raison, en 2019, qu'il fallait 350 000 places supplémentaires de personnel de l'accompagnement et du soin pour 2025. On est en 2025, on est très loin du compte. Donc il va de soi que ces 500 000, nous les déclinerons 5 ans par 5 ans. Nous sommes à un moment charnière. L'offre en établissement, c'est notre conviction, évoluera peu. Il y aura effectivement vis-à-vis des EHPAD une médicalisation de plus en plus importante. Il y aura aussi vis-à-vis des EHPAD une amélioration du quota entre le personnel et les résidents. Vous savez qu'il y avait des promesses qui avaient été faites par M. De Villepin, par exemple, je le cite parce que je me suis amusé à compter, il y a quand même eu 11 premiers ministres depuis, sur un quota qui était de l'ordre de 0,9 pour 1. On en est très loin aujourd'hui, alors que depuis de très nombreuses années, donc on reconnaît que ce quota n'est pas suffisant. Donc l'effort sur les EHPAD, ce sera un effort sur la médicalisation, un effort sur les personnels et notamment les personnels soignants. Ce ne sera guère un effort sur le nombre de places ouvertes en EHPAD. Ce qui veut dire, même si j'aurais aimé que le législateur me dise, parce que ça aurait beaucoup plus de légitimité, le dise dans une grande loi autonomie, que les EHPAD, dans les années à venir, vont accueillir fondamentalement, si ce n'est exclusivement, des personnes en extrême fin de vie et des personnes en extrême dépendance. D'où la nécessité de créer de manière extrêmement importante entre des établissements de type EHPAD, je pourrais dire la même chose d'ailleurs avec le handicap, entre des établissements de type MAS et puis les domiciles, de créer des offres intermédiaires en très grand nombre. Ces offres intermédiaires, elles sont extrêmement nombreuses, elles connaissent des noms divers: habitat inclusif, résidence autonomie, résidence service, habitat intergénérationnel, accueil familial. Tout cela a d'ailleurs fait l'objet d'un avis du Conseil d'État dont je vous recommande une lecture attentive. Et moi, il a fallu que je le lise plusieurs fois, je vous avouerai, pour en saisir toute l'importance. J'étais rassuré quand mes directeurs généraux, qui sont tous énarques, m'ont dit qu'ils avaient dû lire plusieurs fois aussi. Mais cet avis du Conseil d'État, il me paraît fondamental. Le Conseil d'État, il y a quand même des choses qui sont aisément compréhensibles. Le Conseil d'État, lui, fait beaucoup plus appel à la notion d'habitat inclusif qu'à la notion d'habitat intermédiaire, mais ces deux notions se recouvrent très largement, et il vient nous dire que l'habitat inclusif, c'est bien sûr ça peut être la résidence autonomie, ça peut être la résidence service senior, ça peut être l'accueil familial, ça peut être l'accueil intergénérationnel, que tout cela fait partie effectivement de ce dont nous avons besoin. C'est pour cela que voir effectivement des crédits qui sont prévus, mais qui sont ciblés les uns et les autres sur les seules résidences autonomie, c'est ne pas vouloir programmer globalement une offre sur l'habitat intermédiaire. Des résidences autonomie, aujourd'hui, c'est à peu près 100 000 places. Mais les résidences services seniors, c'est 100 000 places aussi. Mais l'accueil familial, demain, ce sera 100 000 places également, avec la nouvelle version de l'accueil familial, qui n'est plus le contrat de gré à gré entre un accueillant, personne physique, et puis un accueilli, mais qui est effectivement le fait que des grandes sociétés ou des grandes personnes morales de droit public créent des accueils familiaux de toutes pièces, généralement par des maisons nouvelles qui sont construites spécifiquement, dont
les gains énergétiques sont assurés et qu'ils rétrocèdent ensuite à des bailleurs sociaux, là vous avez effectivement une niche pour créer dans les années à venir au minimum, et je pense davantage, 100 000 places pour cet habitat intermédiaire. Et de même, vous avez des pratiques qui ne coûtent pas très cher à la collectivité, comme l'habitat intergénérationnel, des personnes de plus de 60 ans qui accueillent à leur domicile des personnes de moins de 30 ans. Leur domicile, ça peut être d'ailleurs aussi bien une maison de maître qu'un logement social. Et le seul petit effort, ce serait effectivement de faire en sorte que toute l'intendance de création des binômes personnes âgées, du mal de parler de personnes âgées quand on a 74 ans à partir de 60 ans, mais peu importe, personnes âgées et puis jeunes, que ces binômes soient formés d'une manière intelligente et lorsqu'il y a des problèmes, de pouvoir intervenir et intervenir extrêmement rapidement. Mais c'est aussi une des solutions particulièrement sensibles. Je termine en disant que dans le rapport du Sénat et l'avis du Sénat, il n'engage pas les formations contentieuses, c'est le Sénat dans sa partie conseillère du gouvernement. Dans cet avis du Sénat, excusez-moi, dans cet avis effectivement du Conseil d'État, vous avez aussi le fait qu'il y aura un Big Bang nécessaire des aides telles qu'elles existent aujourd'hui pour cet habitat intermédiaire. Ça veut dire que l'aide à la vie partagée, qui aujourd'hui ne concerne qu'une toute petite partie de l'habitat inclusif, qui est la partie effectivement qui est inscrite dans les politiques départementales avec des contractualisations avec la CNSA et avec les porteurs de projets, mais que certains départements refusent pour des raisons qui leur appartiennent d'ailleurs, qui sont généralement des raisons de caractère financier. La volonté du Conseil d'État, c'est d'en faire de cette aide à la vie partagée un dispositif national dont la gestion serait confiée au département, mais bien évidemment dispositif qui deviendrait obligatoire et non plus facultatif. De même, l'aide sociale à l'hébergement. Alors lorsque je dis ça devant mes anciens collègues présidents de département, je ne suis pas toujours bien accueilli, mais je leur explique et après ça va mieux. L'aide sociale à l'hébergement qui aujourd'hui concerne les EHPAD bien sûr, mais aussi les résidences autonomie, mais aussi l'accueil familial. Pourquoi ne concerne-t-elle pas les résidences-services seniors ? Les résidences-services seniors, elles se sont développées comme des champignons ces dernières années. Il y a aujourd'hui autant de personnes logées en résidence-service seniors que de personnes logées en résidence autonomie. Et je disais effectivement à des porteurs de projets, mais votre problème, c'est le prix et c'est l'accessibilité. Et ils me répondaient, mais nous, on ne demande qu'à pouvoir travailler effectivement pour des partenaires qui seront nos futurs locataires, si je peux m'exprimer ainsi, qui aient des moyens plus limités. Encore faut-il que vous leur accordiez, vous, pouvoir public, si je peux m'exprimer ainsi au sens très large, la même aide que l'aide qui est accordée par les départements, cette fois-ci, au niveau des EHPAD et au niveau des résidences autonomie. Et je dis à mes collègues, on ne dit pas nécessairement que c'est au département de payer, on dit simplement que s'il n'y a pas effectivement cette volonté politique de faire en sorte que la prise en charge soit une prise en charge publique, on n'arrivera pas à trouver les 500 000 places. Et ce qui m'a rendu encore plus volontariste dans le fait qu'il n'y a pas de temps à perdre, c'est le dernier rapport des Petits Frères des Pauvres qui avait diligenté effectivement pour qu'il soit étayé ce rapport à un organisme de sondage et qui montre qu'on est devant une explosion du nombre de personnes qui sont en situation de mort sociale, qui ne voient jamais personne tout au long effectivement de leur semaine, voire de leur année, et également une explosion des personnes dont la vie sociale se réduit à sa plus simple expression. Alors, il n'y a pas toujours une vie sociale également très importante au niveau même de certains EHPAD. Quand j'étais maire, j'ai toujours le souvenir de cette personne que j'avais embrassée à une fête des maires et qui m'a dit « Monsieur le maire, depuis 1 an que vous êtes venu, personne ne m'a embrassé ». Donc la vie sociale, il faut essayer de faire en sorte qu'elle existe partout. Et notre volonté, c'est surtout pas de mettre face à face, de faire s'affronter les EHPAD, les résidences autonomie, les résidences seniors, l'accueil familial, c'est de mettre en place un partenariat extrêmement intense entre ces diverses formes d'accueil. Vous recevrez tous le rapport. Si vous nous faites l'honneur de le lire, vous en saurez encore davantage. Monsieur le Président, merci. Je vais laisser la parole à Chantal de Seyne dans un premier temps et à Elisabeth Doineau dans un deuxième temps en tant que qualité de rapporteur.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la CNSA, Madame la directrice adjointe, Monsieur le Président, vous avez balayé un certain nombre de sujets et un certain nombre de mes préoccupations. Donc, je vais vous demander d'aller un petit peu plus loin. Avant, je voudrais faire un commentaire sur l'article 20, très bref. Vous disiez qu'au sein de la CNSA, donc je rappelle que l'article 20, c'est sur l'obligation, le souhait d'une obligation vaccinale contre la grippe pour les résidents des établissements pour personnes âgées. Alors, j'entends le libre arbitre de chacun, mais il faut savoir quand même qu'une grippe occasionne très souvent chez ce public fragile des complications de santé et ça représente bien sûr un coût. Voilà, ça c'était un aparté et je voudrais revenir sur l'équilibre financier de la branche parce que j'ai été un petit peu interpellée par les écarts de prévision entre l'année 2025 et le projet pour 2026, puisque à l'horizon 2028, on prévoyait un déficit de la caisse à 2,8 milliards d'euros et il est ramené à 1,7 milliard d'euros dans le PLFSS 2026, toujours objectif année 2028. Donc, pouvez-vous nous dire d'où vient cette amélioration importante des perspectives et est-ce qu'il faut le mettre en lien avec les maîtrises de dépenses APA et PCH que vous avez évoquées avec le volet assurantiel? Ma deuxième question porte sur l'article 36, vous l'avez abordé, sur la réforme dite Sarafin. Est-ce que vous pouvez nous préciser quels seront les éléments valorisés pour déterminer le montant de la part variable? Et puis, préciser aussi quel sera l'impact pour les départements. Vous avez parlé des 4500 recrutements en EHPAD. Vous avez dit que ça allait décaler dans le temps. Est-ce que vous pouvez nous faire un point précis sur l'objectif fixé? Et puis, bon, reste la question des 50 000 solutions médico-sociales pour le handicap. Je vous remercie. Je vous laisse peut-être répondre. Ensuite, Madame la directrice adjointe, vous vouliez dire quelques mots et puis je passerai la parole à notre collègue Elisabeth Joanneau. Tout à fait. Si je peux me permettre d'ailleurs de rendre assez rapidement la parole à Aude Muscatelli sur les chiffres du ralentissement pour que vous ayez effectivement une réponse globale. Sur l'article 20, je partage votre opinion. Tout sera dans la manière, si je peux m'exprimer ainsi, de le faire. C'est l'intérêt de tout le monde qu'il y ait une vaccination, qui soit une vaccination généralisée. Et puis, il y a ceux qui ne se vaccinent pas, puisqu'ils sont dans un milieu collectif, ils représentent éventuellement un danger, effectivement, pour les autres. Donc, il va de soi qu'il y a cette solidarité nécessaire à essayer de gérer. Dès aujourd'hui, c'est bien dans les EHPAD notamment que le nombre de vaccinations, que le pourcentage est le plus élevé de France. Donc il y a déjà des efforts conséquents qui ont été réalisés. Le problème, c'est est-ce que l'on peut forcer? Est-ce qu'on va vacciner des gens de manière forcée? Est-ce qu'on va exclure de l'EHPAD la personne qui ne souhaitera pas le faire? Je pense que ce n'est pas possible. Et je me souviens effectivement de certains établissements que je visitais lorsque le Covid sévissait, où il y avait des aménagements qui étaient prévus pour que les personnes qui refusaient effectivement toute vaccination soient dans une aile qui leur aurait été devenue propre. Je crois que ce sera aussi un problème des directeurs. Quand vous avez vu le directeur ou la directrice de l'EHPAD, généralement, vous savez à peu près comment ça fonctionne, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il faudra effectivement faire une pédagogie importante. Je vous laisse répondre oui. Peut-être sur les questions précises sur le recul, notamment sur le ralentissement. On ne dit pas qu'on n'arrivera pas effectivement aux chiffres qui étaient prévus, mais pas aussi vite peut-être qu'on l'aurait souhaité. Je vais vous repréciser justement des chiffres. Pardon. Je vais vous préciser quelques chiffres sur la trajectoire. Donc, vous savez que cette branche autonomie, elle prend place dans le contexte plus général de la sécurité sociale qui est donc dans le projet de loi qui est déposé
précise que s'il n'y a aucune réforme qui est conduite, on arrive à un déficit d'à peu près 40 milliards. Donc dans ce contexte, comme l'a dit Jean-René, il y a des progressions de dépenses non négligeables pour la branche, puisque c'est 1 milliard de dépenses supplémentaires, dont 800 de mesures nouvelles, si on ne tient pas compte de l'inflation et de l'augmentation des salaires des personnels, notamment dans les EHPAD. Donc c'est 1 milliard de mesures nouvelles et un OGD, donc une dépense dans les ESMS qui progresse plus que l'ONDAM, donc même si c'est moitié moins que l'année dernière, puisqu'on est à 3,5 pour l'ensemble des dépenses de la branche et à 2,4 pour les financements dans les ESMS. Là, évidemment, comme vous le soulignez, on a des modifications du solde année après année, et aussi parce que quand on fait des prévisions en 24 pour 25, on n'est que sur des prévisions. Évidemment, les recettes et les dépenses évoluent en cours d'année, les prévisions de recettes notamment, parce que vous savez que la branche aujourd'hui est financée à 90% par la CSG, et que cette CSG, elle évolue, et elle a évolué notamment en 2025 et en 2026, qui explique une croissance assez faible des dépenses de la branche liée à la réforme des cotisations des travailleurs indépendants qui ont fait perdre des recettes à la branche. Donc on a du côté des recettes une progression un peu plus faible, mais des efforts de réduction de la dépense du côté de la dépense, notamment de l'OGD, ce qui permet d'atteindre le déficit qui se stabilise à 1,7 et qui n'est pas aujourd'hui prévu de manière plus pessimiste comme il était prévu précédemment dans le précédent PLFSS, à 2,8. Maintenant, il faut prendre ces chiffres avec précaution, parce que rien que pour l'année 2026, ils sont soumis quand même à réexamen, puisqu'on fait des budgets rectificatifs. Et donc, il y a une amélioration qui permet de participer à l'effort global de réduction du déficit, mais qui est encore soumis à prévision à ce stade. Mais c'est vrai qu'on a une amélioration malgré une stabilisation, voire de moindres recettes en 26 et un ressaut après en 25-28, qui permet d'ailleurs aussi, en plus de la régulation des dépenses, de faire qu'on n'est plus à 2,8 mais à 1,7. Donc voilà, c'est un jeu d'équilibre entre les recettes et les dépenses, progression un peu plus rapide de la CSG après 27 et régulation de la dépense, mais encore une fois, ce ne sont que des prévisions. Sur la réforme Séraphin, peut-être, sur laquelle les départements sont dans l'attente de la même manière, de mettre en place ce qu'ils considèrent comme étant un plus assez considérable. Alors, dans ce PLFSS, on a bien une mesure qui est très importante puisqu'elle permet d'acter le fait qu'il y aura bien une réforme Séraphin à partir du 1er janvier 2027, ce qui n'était toujours pas inscrit dans le PLFSS à date. Donc, ça permet de rendre certaine cette réforme à partir du 1er janvier, ce qui permet de préciser le modèle, et notamment sur la base de simulation, sur la base d'enquête de coût national, de bien prévoir la montée en charge du modèle, comment dans la réalité il se comportera et quels seront les effets sur les ESMS en 2027. Donc vous savez qu'on doit préciser encore le modèle, notamment dans son part variable, mais que globalement, il y a un modèle qui permet de tenir compte donc du type d'accueil qui sera réalisé, du nombre de personnes qui seront accueillies, du type de handicap qui sera aussi pris en charge dans les ESMS pour faire en sorte que la dotation soit plus importante en fonction des soins qui doivent être apportés. Il y a aussi une attention particulière, et ça permettra dans la modulation dont vous avez parlé de faire le lien avec la transformation de l'offre que l'on souhaite, puisqu'on souhaite que soient gagnants les ESMS qui mettront en œuvre cette transformation de l'offre, c'est-à-dire qui répondront aux besoins des personnes dans la modularité de l'accueil au fur et à mesure de la vie des enfants, puisque vous savez que ça concerne les enfants à partir de 2027, et que ça permette aussi de tenir compte des efforts qui seront faits par les établissements pour faire le lien avec le droit commun, toute la prise en charge des enfants au-delà du médico-social, l'école, les loisirs. Donc cette modulation, elle permettra aussi de tenir compte d'une transformation de l'offre, et elle permettra enfin aussi de tenir compte des transports, puisque vous savez que plus on désinstitutionnalise, plus il faut que les enfants puissent aller dans les écoles, aller pour leurs loisirs, et donc ça nécessite des forfaits transport plus importants. Donc la modularité tiendra aussi compte de la part transport qu'on doit encore bien calibrer, et on a toute l'année 26 pour le faire.
Un tout petit mot sur un point que je n'ai pas cité, mais où les choses se passent relativement bien, c'est le problème de la fusion des sections au niveau des EHPAD, fusion des sections soins et dépendance, où les crédits sont prévus en année pleine, cette fois-ci pour les 23 départements expérimentateurs. Chacun, je crois qu'il y a une très très forte majorité, y compris chez les départements, qui souhaitent qu'on puisse aller vers une généralisation. On n'a pas de date aujourd'hui, effectivement, de généralisation qui soit encore définie. Madame Aupin. Je peux vous détailler, sauf si vous souhaitez d'abord poser des questions, de quoi est composée l'augmentation des dépenses en 26 et quelques pistes pour l'avenir qui sont d'ores et déjà travaillées par la CNSA, comme vous le souhaitez. On continue les questions peut-être. Elisabeth. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Directrice, chers collègues, tout d'abord vous remercier pour l'éclairage avisé que vous nous donnez pour regarder globalement ce PLFSS et en particulier la branche autonomie. Les questions budgétaires vous ont été posées par ma collègue rapporteure de branche. Moi, je fais un petit peu un pas de côté parce que on est tous les uns et les autres très, très inquiets parfois par des situations locales. Et notamment par rapport aux maladies neuroévolutives, neurodégénératives. J'ai bien pris connaissance de cette stratégie nationale de lutte ou d'accompagnement sur ces maladies. Quel est votre avis sur justement ce plan, en quelque sorte? Est-ce qu'il pourra répondre aux familles et surtout aux personnes qui sont dans ces difficultés-là? Quand on est appelé les uns et les autres par une famille qui a justement un appel de l'hôpital et qui vous dit il faut trouver demain, après-demain, mais pas dans une semaine, un établissement qui recevra votre père, votre mère, qui est en situation de maladie d'Alzheimer, par exemple, et que vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir des établissements privés parce que les établissements publics sont occupés, et que l'addition s'élève à des moyens que vous n'avez pas. Comment faites-vous? Parce qu'en fait, notre rôle, bien sûr, c'est de regarder le budget globalement de la branche autonomie, mais c'est d'essayer de répondre aux situations, je dirais, catastrophiques sur le terrain aussi. Et on voit bien que c'est quand même une tendance aujourd'hui. Les personnes âgées vivent plus âgées, alors en meilleure santé aussi, mais il y a aussi ces fins de vie dans les maladies neurodégénératives qui durent parfois plusieurs années. Comment fait-on budgétairement dans une famille pour prendre en charge ces situations-là? Alors, vous me direz, il y a des associations, il y a parfois des solutions d'aide à domicile, mais je trouve qu'on est vraiment en deçà de la réponse qu'il faut apporter à ces familles. Et je voudrais savoir quel est le rôle de la CNSA dans ce domaine-là, parce que je crois qu'il faut que les uns et les autres, on s'arc-boute sur l'idée qu'il faut y travailler davantage et apporter des solutions d'accompagnement bien plus fortes aux familles. Vraiment, je crois que là, on est parfois à côté. Alors, je sais bien qu'il faut aller sur tous les fronts, mais c'est quand même une évidence. Il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes de ces maladies-là, et il y a de moins en moins finalement, enfin, on n'a pas augmenté les solutions. Donc, quel est votre avis, Monsieur le Président? Je vous laisse répondre. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison sur le fond, je vous rejoins parfaitement. Il y a déjà des solutions qui existent et il y a déjà aussi des attitudes qui sont des attitudes qui ne sont pas satisfaisantes et qui coûtent très cher. Bon, par exemple, dans les circuits de soins, vous avez effectivement parfois au-delà de la crise, des périodes qui sont des périodes qui ne nécessitent pas des hospitalisations et où on poursuit l'hospitalisation parce qu'on ne sait pas que faire de la personne. Qu'est-ce qui se passe bien en l'état actuel des choses? D'une part, il y a la recherche qui travaille. Je serai bientôt à Dax sur le fameux village landais, si vous voulez, dont on va commencer à évaluer les résultats. Aujourd'hui, la rumeur qui circule, c'est que vous avez le stoppage de la détérioration de la personne. Elle ne guérit pas, mais l'évolution de sa maladie est freinée considérablement. Certains experts médicaux considèrent même que l'évolution de la maladie est interrompue. Donc il y a des modes de soins qui sont vertueux, y compris au plan médical et pas seulement au plan mais c'est aussi important, des conditions de vie de la personne qui sont des conditions de vie tout à fait
exceptionnel par rapport à ce que l'on peut offrir à ces personnes dans un établissement type EHPAD. Vous avez aussi la multiplication, pas au point où ça s'est développé en Allemagne, mais ça commence à se développer de manière forte, la multiplication des habitats partagés pour les personnes qui souffrent d'une maladie Alzheimer ou apparentée, qui donne également de très très bons résultats, à des coûts qui sont des coûts qui n'ont rien à voir avec les coûts, par exemple, de prix de journée dans des établissements spécialisés en handicap, où il faudrait effectivement sans doute que l'intervention publique soit encore plus importante de manière à ce que l'accessibilité ne dépende pas des revenus de la personne. Mais je suis convaincu que dans l'habitat intermédiaire, c'est pas seulement pour les personnes âgées, hein, l'habitat intermédiaire, c'est autant, si je peux m'exprimer ainsi, pour les personnes en situation de handicap que pour les personnes âgées. D'ailleurs, sur l'habitat inclusif avec l'aide à la vie partagée, on a des chiffres actuellement qui sont grosso modo les mêmes, hein, du nombre de personnes qui bénéficient de l'AVP en personnes âgées et en personnes en situation de handicap. Donc je crois que le développement de l'habitat intermédiaire sera effectivement tout à fait fondamental. L'évolution également de la recherche, notamment de la recherche médicale, permettra aussi de savoir si les modalités d'accueil, les modalités d'accompagnement, les modalités d'insertion à la vie sociale que nous pratiquons aujourd'hui sont les meilleures par rapport aux conditions qu'il y a à pratiquer. Ce problème, effectivement, va devenir un problème de plus en plus crucial, parce que, comme vous l'avez dit, ces maladies se développent d'autant plus avec le développement de l'espérance de vie, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une population de plus en plus importante de ce que j'appelle, entre guillemets, les jeunes Alzheimer, c'est-à-dire des personnes d'une soixantaine d'années, hein, où vous avez aujourd'hui le pire et le meilleur. Le pire dans bien des structures publiques, hein, type EHPAD, avec des cantous à l'ancienne, le meilleur dans des structures d'habitat partagé, avec la présence également très forte des bénévoles. À côté, effectivement, les bénévoles ne sont pas là pour prendre le travail des professionnels. Hein. Quand je parle de bénévoles, au niveau des partenaires sociaux, je sens que ça bouge un peu au sein du conseil de la CNSA. Mais le rôle des bénévoles d'accompagnement, il est essentiel. Hein. Vous savez que la première règle du village landais, c'est la règle des 3 tiers. Un tiers de personnes qui souffrent de cette dégénérescence, un tiers de soignants, un tiers de bénévoles. Les bénévoles ne font pas le travail des soignants, mais leur présence est également un élément important sur le fait que la situation sur Dax des personnes n'évolue pas, est stoppée. Je crois que on est dans une année, semble-t-il, effectivement, où ce type de handicap doit être pris en compte de manière particulièrement importante. Il faudra qu'il y ait une recherche quasi exclusive sur le problème des maladies Alzheimer et apparentées, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le chantier n'est pas suivi d'une manière conforme à la grande nation qui est la nôtre. C'est un de mes regrets aussi, si vous voulez, mais je ne vais pas passer mon temps à vous dire la même chose d'année en année, parce que vous direz que je commence à pratiquer moi-même ce genre de difficultés de mémoire. Mais c'est là que je regrette qu'il n'y ait pas une grande loi, qu'il n'y ait pas effectivement une grande loi autonomie qui permette d'être le phare des politiques à venir. Le travail de la CNSA sur l'habitat intermédiaire, c'est un ersatz de grandes lois autonomie, alors que nous n'avons pas du tout la légitimité pour le faire. Moi, je dis souvent, c'est pas à la CNSA de dire s'il faut passer à l'assurantiel, s'il faut répartir de telle ou telle manière les coûts entre l'État et les départements ou les autres collectivités communales ou intercommunales. Mais cette grande loi nous manque terriblement pour savoir effectivement qu'est-ce qui est souhaité par la population française et pour stabiliser et sécuriser les porteurs de projets qui sont très nombreux et où il faut faire, là aussi, la distinction entre le bon grain et l'ivraie. Merci. Nous avons de nombreuses questions. Je vous propose de prendre dans un premier temps 4 questions auxquelles vous répondrez et nous poursuivrons ensuite. La parole est à Laurence Muller-Braun. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Directrice, merci pour vos présentations. Moi, je voulais revenir sur la loi pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et autres maladies à évolution grave et rapide, ou autrement dite la maladie de Charcot, qui a bien été promulguée en février 2025.
Comme vous le savez, notre collègue sénateur Gilbert Bouchet s'est éteint lundi après avoir lutté contre la maladie de Charcot. En qualité de rapporteur du texte qu'il avait initié au Sénat, je souhaite attirer votre attention sur la compensation financière qui est inscrite dans la loi pour les départements, qui est estimée à quelques 30 millions d'euros par an. Et en effet, il semble que cette compensation ne soit pas prévue dans les textes budgétaires pour 2026. Et pouvez-vous alors m'indiquer si cette compensation a bien été prévue, pour quel montant et comment elle serait déployée? En effet, sans inscription budgétaire claire, les départements risquent de devoir supporter cette charge supplémentaire, contrairement à ce que prévoit la loi. Merci. Merci. Jocelyne Guidez. Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais revenir sur l'article 38 du PLFSS 2026 qui instaure un principe de subsidiarité entre l'APA, la PCH et les indemnisations versées par les personnes responsables et les assureurs à la suite de dommages corporels. Cette mesure soulève une vraie question de bon sens. Les indemnités versées n'ont pas la même nature que les prestations sociales. Elles réparent un dommage, tandis que les prestations compensent une perte d'autonomie. Confondre ces deux logiques revient à faire supporter aux victimes la charge d'un déséquilibre budgétaire. La CNSA a-t-elle été consultée sur cette disposition? Je ne reviendrai pas, moi en tous les cas, sur la loi Séraphin, parce que vous en avez parlé les uns et les autres. Je voudrais aussi parler du crédit d'impôt autonomie et dispositif MaPrimeAdapt'. Je me permets une petite parenthèse sur le PLF pour néanmoins avoir votre regard éclairé. La création de MaPrimeAdapt' visait à simplifier les aides à l'adaptation du logement pour la perte d'autonomie, mais ce dispositif couvre essentiellement les ménages modestes. Or, le crédit d'impôt autonomie, qui bénéficiait aussi aux classes moyennes, arrive à échéance fin 2025, sans mention claire dans le projet de loi de finances pour 2026. Pouvez-vous nous dire où en est ce sujet et si la CNSA soutient le maintien d'un outil complémentaire pour les ménages non éligibles à MaPrimeAdapt'? Je vous remercie. Merci. Olivier Henno. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour votre exposé et vos propos qui, plein de franchise, font avancer le débat. Alors, vous n'avez pas dans votre propos, j'aborde pas les questions financières parce que finalement vous y avez répondu, mais plutôt la question conceptuelle. Vous n'avez pas évoqué ce qu'on disait autrefois ou ce qu'on appelait autrefois le virage domiciliaire. Et d'un certain point de vue, tant mieux. Parce que moi, j'ai bien entendu que pour ce qui concerne les EHPAD, elles étaient réservées à l'avenir à l'extrême fin de vie ou à l'extrême dépendance. Mais parallèlement, si on ne fait pas les efforts, et on ne les fait pas, sur l'habitat intermédiaire ou sur l'habitat inclusif, voire même sur les résidences services seniors, alors on a des personnes âgées qui sont de plus en plus isolées et qui vivent seules. Et ça, j'avoue que ça me préoccupe de plus en plus. C'est assez empirique, mais finalement, à partir du moment où on a montré du doigt, où l'image des EHPAD est celle-ci, où on ne va pas assez vite, et même les départements, vous l'avez dit, ne font pas le choix bien souvent des résidences services seniors ou de l'habitat inclusif, alors la réalité, c'est qu'on a des personnes âgées qui sont de plus en plus souvent seules à domicile, et je trouve qu'il y a une dimension préoccupante. Quel est votre avis sur cette question? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Poncet-Monge. Oui, alors merci beaucoup, Monsieur le Président et Madame la Directrice Générale. Moi, à l'inverse d'Olivier, je voudrais revenir justement sur le virage domiciliaire, en sachant que le virage domiciliaire, dans cette offre médico-sociale, on est à domicile. Hein, donc, elles font partie du virage domiciliaire. Non, moi je voulais revenir sur l'article 37. On peut vraiment se féliciter de l'article 37 qui traduit la mise en œuvre de l'accord du 4 juin 2024.
sur une des branches, j'insiste, oubliée du Ségur, et l'accord trouvé donc du comité financeur en avril entre les départements et l'État. Il permet à la CNSA de verser une aide forfaitaire à hauteur de 85 millions d'euros aux départements et qui leur incombera de verser la contribution aux établissements concernés. Pour autant, le présent article ne résout pas l'ensemble des problèmes de fond puisque, selon Nexem, seule une trentaine de départements ont payé ou vont payer le Ségur intégralement en 2025. Avez-vous des garanties que ce présent article permettra le versement du Ségur par l'ensemble des départements? De plus, si la somme semble prendre en compte les trous de 2025, il oublie quand même, enfin, pour solde de tout compte, je serais tenté de dire, les sommes non versées en 2024. Un rattrapage sur 2024 sera-t-il un jour prévu? Ensuite, et c'est le plus important dans mon intervention, il reste une branche entière exclue du Ségur, la BAD, la branche de l'aide à domicile. Et non seulement elle est exclue, mais son avenant 68 vient d'être refusé à l'agrément, malgré les promesses d'un agrément, justement à défaut du Ségur. C'est ce qu'on nous a répondu l'année dernière. Et cet agrément, c'était un coût de 67 millions sous fond de désaccord de l'État, entre l'État, la CNSA, enfin l'État et l'ADF, pour sortir tout simplement les grilles de la BAD, de l'immersion sous le SMIC après 3 ans sans augmentation générale. Ma question est simple. Comment comptez-vous déployer la nécessaire réforme des services d'autonomie à domicile, qui est une vraie bonne réforme que nous soutenons, compte tenu des centaines, voire plus, de postes vacants dans la branche du BAD, c'est régulièrement à peu près 20% des effectifs qui manquent. Et vous parliez du parcours des personnes qui restent trop longtemps à l'hôpital. Oui, parce qu'à domicile, il n'y a pas le personnel pour les accueillir. Donc ça bouchonne, je dirais, à l'aval. Et c'est je dis aussi, l'UNIOPS s'étonne par ailleurs qu'il ne soit pas fait mention dans ce PLFSS d'aucune recondition d'aide à destination, vous en avez parlé, hein, des établissements qui avaient lieu depuis 3 ans et qui, c'est vrai, étaient un mauvais substitut à des réformes de structure qu'on n'a toujours pas. Hein. Et il n'y a rien non plus, je le rappelle, et ce, pour la 3e année, par rapport aux EHPAD, pour la 3e année consécutive, sur le secteur de l'aide à domicile, alors que la réforme des services à domicile entre en vigueur en 2026. Là, il y a un véritable problème. Ma deuxième question concernera justement l'article 36. C'est vrai que le collectif handicap s'étonne d'une méthode de travail qui manque de concertation et de prise en compte des réalités du terrain. Alors, collectif handicap, mais aussi l'UNIOPS, qui déclare que la réforme souffre d'un manque de concertation. Vous avez dit que ça allait s'appliquer en 2027. Je ne sais pas si cette critique de ces deux collectifs est valide, mais est-ce que justement 2026 ouvrira une vaste période de concertation puisque la réforme n'aura lieu qu'en 2027. Quant à la loi pluriannuelle de la loi Bien vieillir, parce que vous dites on attend, ben oui. Non seulement on attend la promesse depuis 20 ans d'une loi autonomie, ça c'est bien connu, mais il y avait dans la loi vieillir, c'est une obligation maintenant. Il y avait l'obligation, nous l'avons votée, de la loi pluriannuelle quand même. Et dernière chose quand même, je serais tentée de dire, en conséquence du rapport que nous avons fait avec Dominique Doineau, que nous savons que pour accompagner la transition démographique, c'est quantitatif ça, mais surtout pour que l'accompagnement, la façon dont on accompagne se rapproche des prises en charge quand même en Europe. Vous avez parlé du ratio d'accompagnement, mais il y a d'autres modalités. Nous savons qu'il faudra des mesures nouvelles en recette pour accompagner cela. Et là, il n'y a rien. Donc moi, je ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas de loi pluriannuelle et que surtout, on ne fasse que suivre un peu la transition démographique sans se rapprocher
des normes européennes de prise en charge des personnes en situation de handicap. Et donc, moi, j'appelle dans l'avenir à des recettes nouvelles. Il y a moult rapports qui donnent la façon de... Puisque c'est une branche nouvelle et elle doit avoir des recettes nouvelles si on veut simplement ne pas gérer comme on le fait la réalité de la branche. Merci Brigitte Bourguignon. Et puis je vous demanderai de répondre à nos 5 premiers collègues. Merci Monsieur le Président. D'abord merci Monsieur le Président de la CNSA de ce rapport et de cette présentation. Pour ma part, je vous parlerai plus d'autonomie, ça peut se concevoir, dans la mesure où je trouve quand même qu'on peut se satisfaire, même si les efforts restent insuffisants, de cette construction finalement de la société du bien vieillir, même si on est encore loin des résultats qu'on attend. Mais en tout cas, le chemin est tracé maintenant, parce que derrière tout ça, vous le savez, il y a des visages, une personne âgée qui veut simplement continuer à vivre chez elle, un aidant dont on a peu parlé depuis ce matin d'ailleurs, qui s'épuise, un parent d'enfants handicapés qui attend des réponses rapides, simples, et puis aussi de tous les professionnels qui travaillent et qui font tenir ce dispositif. J'aimerais pouvoir leur dire aujourd'hui devant vous que le texte du PLFSS pourra répondre à toutes ces attentes, mais j'en doute. Et même s'il y a des avancées réelles que vous avez soulignées d'ailleurs, moi je vois comme d'autres de mes collègues sur la réalité du terrain en tant qu'OCR départemental du Pas-de-Calais, qui est le deuxième plus important en termes de dépenses et de bénéficiaires d'APA. On voit des dépenses APA et PCH qui progressent beaucoup plus vite que les recettes, des restes à charge qui sont énormes et qui pèsent sur des familles, et des recrutements toujours aussi compliqués malgré les efforts de revalorisation qu'on a pu mener ces dernières années. Ma question, elle est donc simple. Comment la CNSA entend traduire dans les pistes 2026 cette promesse d'autonomie que l'on doit ? Moi, je crois, comme vous, fortement à l'habitat intermédiaire, qui est un continuum pour moi. Il y a le domicile, mais il n'y a pas tout à coup un vide et puis l'EHPAD. Ça n'existe pas dans la réalité. Par contre, il y a des fractures de parcours qui sont très difficiles à vivre pour les familles. Et donc, cet habitat intermédiaire, pour moi, est la solution et la clé, quelle que soit sa forme d'ailleurs. Pourtant, sur les terrains, elle trouve ses limites parce qu'il y a toujours un acteur manquant dans ces dispositifs, la petite case à remplir qui n'est pas remplie. Et quid des bailleurs sociaux, par exemple ? Quelle est leur implication ? Parce qu'on ne peut pas reposer tout le temps sur l'État, les départements, le financement de fondations parfois. Quid des bailleurs sociaux ? Moi, je n'ai pas beaucoup d'engagement à ce titre. Il manque toujours quelque chose pour qu'ils s'engagent. Et puis aussi, comment vous comptez nous aider à réduire ces inégalités territoriales qui sont très importantes, finalement, dans l'accès de l'aide à domicile aujourd'hui sur les territoires ? Problème de statut, problème de fusion, etc. Voilà, donc bon, c'était pour l'instant mes seules questions. Merci, je vous laisse répondre à ces 5 premières questions, s'il vous plaît. On va essayer, en s'y mettant à deux, d'apporter quelques éléments de réponse. Sur ce qui était évoqué à 2 reprises, c'est le problème, effectivement, du virage domiciliaire. On parle plus maintenant d'appréhension domiciliaire que de virage. Les virages sont toujours dangereux. Mais la logique domiciliaire, elle est toujours extrêmement présente. C'est-à-dire que lorsque je parlais effectivement de personnes qui veulent vivre comme chez elles, l'insécurité et l'isolement en moins, on est bien dans la volonté domiciliaire. La volonté domiciliaire, ça veut dire que la personne, en habitat intermédiaire, par exemple, elle reçoit qui elle veut, elle a un animal favori, elle prépare ses repas si elle le souhaite, elle a une vie sociale, elle peut très bien d'ailleurs envisager des fonctions de bénévole sur d'autres projets. Et c'est vrai que quand on visite ces établissements de caractère domiciliaire, ces habitats partagés, ces accueils familiaux, on est quand même plus optimiste qu'on ne l'est lorsque l'on sort de beaucoup d'EHPAD. Répondre aussi que le problème de l'habitat domiciliaire, ce n'est pas un miracle, ni un coup de baguette magique, mais ce problème est aussi un problème qui peut améliorer considérablement le travail des auxiliaires de vie.
des services à domicile. Je signale qu'il y a des efforts qui ont été réalisés déjà. Hein. Les 75 millions d'euros pour la mobilité, par exemple, pour les auxiliaires de vie, c'est un élément important. C'est le fait, effectivement, que ces personnes qui, généralement, surtout en milieu rural ou semi-rural, passent beaucoup de temps dans leur véhicule et à qui on va proposer des flottes de véhicules, ça existe déjà dans certains départements, je pense à la Mayenne, par exemple, c'est une véritable aide et c'est une véritable revalorisation, effectivement, du travail. J'insiste sur le fait que l'habitat intermédiaire étant un petit habitat, pour les maisons d'accueil familial, c'est 3 personnes qui sont accueillies. Hein. Pour l'habitat intermédiaire global, c'est généralement 8 ou 9 personnes, mais pas davantage. Donc vous avez à ce moment-là un rapport de l'auxiliaire de vie vis-à-vis des personnes qu'elle va effectivement accompagner, qui est extrêmement différent, parce qu'elle va effectivement s'occuper de l'ensemble des personnes qui se trouvent dans l'habitat partagé. Elle va créer des liens vont se créer qui sont des liens de personne à personne, et non plus de soignants ou d'aidants par rapport à la vulnérabilité de l'autre. Donc on veut aussi, on cherche à démontrer, c'est ce qu'on fait dans ce rapport, que l'habitat intermédiaire, c'est aussi un moyen de renouveler le sens du travail des auxiliaires de vie. Et bien évidemment, on ne cherche pas à faire s'affronter les uns et les autres. Les grandes fédérations de services à domicile sont un peu inquiètes devant le développement de l'habitat intermédiaire, mais elles demandent qu'à être rassurées. Et à ce que l'on trouve des conditions sur ce qu'on appelle les SAD intégrés. Vous savez, les structures les porteurs de projets qui ont un SAD intégré et qui va travailler totalement sur le logement et qui éventuellement pourra aller travailler aussi ailleurs. Il y a aussi quelquefois des réactions de type un peu corporatiste, si vous voulez, mais c'est normal. Il faut effectivement que tous autour d'une table, or Dieu sait si, au même titre que l'UNIOPS qui était évoqué tout à l'heure, si les représentants des SAD sont très très présents au niveau du Conseil de la CNSA, si on a voté à l'unanimité le rapport, ou à la quasi-unanimité, le rapport dont je vous parlais tout à l'heure, c'est parce qu'on arrive, lorsqu'on se met effectivement tous autour de la table, on arrive à trouver des solutions où, sur le développement de l'habitat intermédiaire, on réunit aussi bien les fédérations de SAD que les travailleurs sociaux ou que les départements. Je signale que sur cette conception domiciliaire, la volonté du rapport, c'est de faire en sorte que la conception domiciliaire, elle essaime sur les EHPAD. Il y a quelques EHPAD rarissimes qui ont avancé sur cette conception domiciliaire, qui ont transformé les chambres en mini-appartements, où le contrat est devenu un bail entre le directeur de l'établissement et puis la personne qui n'est plus un résident ou une résidente, mais qui est devenu un habitant ou une habitante. Et le type de relation se transforme à ce moment-là. Ce n'est pas possible partout. Ça dépend aussi, effectivement, du niveau d'autonomie qui demeure pour la personne. Mais l'appréhension domiciliaire, elle doit essaimer aussi sur l'EHPAD. Et l'EHPAD, il a un rôle essentiel à jouer. C'est le développement, effectivement, des centres hors les murs, si je peux m'exprimer ainsi. Le rôle de l'EHPAD, c'est aussi de sortir de son territoire resserré pour aller dans les habitats domiciliaires lorsqu'on a besoin de leur technicité et de leurs compétences, et pour aller aussi vers le domicile. Et ce n'est pas pour rien qu'on tente également au niveau du logement historique, qui après tout est encore ce qui concerne l'immense majorité effectivement des Français, y compris des Français vulnérables. Sur le logement historique, on considère que certes l'aspect intimité il est respecté, mais si l'aspect vie sociale, si l'aspect prévention ne l'est pas, à ce moment-là effectivement on rate aussi la moitié du chemin. Et on met en place sur des petites superficies, sur des quartiers, sur des immeubles, la présence effectivement de travailleurs d'aide à domicile ou de travailleurs sociaux qui permettent effectivement de faire rentrer la vie sociale, y compris dans l'habitat historique. Alors vous avez évoqué un problème essentiel aussi, qui est le problème de l'inégalité des politiques sur les territoires.
aujourd'hui, moi j'en viens quelquefois à craindre que des personnes ne soient amenées à choisir leur domicile en fonction des politiques départementales, ce qui n'est pas tolérable. Autant je suis d'accord avec tous mes anciens collègues pour dire effectivement qu'il ne s'agit pas d'exiger une uniformité des politiques de l'Est à l'Ouest et du Sud au Nord, autant il faut que la réponse aux besoins exprimée, elle soit étroitement comparable quant aux conditions de vie qui sont offertes aux uns et aux autres. Là, on se heurte effectivement au principe d'autonomie des collectivités. Vous savez, moi, j'ai des présidents de département qui me disent « l'AVP, ça ne m'intéresse pas et je ne veux pas y participer ». Et vous avez d'autres présidents de département qui me disent bah, « très bien, puisqu'il n'en veut pas, t'as qu'à m'en donner davantage », si je peux m'exprimer ainsi. Mais ce n'est pas une solution qui est saine. Ce que nous demandons aujourd'hui, y compris dans ce rapport, c'est qu'il y ait réellement un pilotage sur le développement de cet habitat intermédiaire, un pilotage, une planification qui soit étayée au niveau national et confortée au niveau des territoires. Parce qu'il faut bien savoir aussi que les départements, qui déjà n'ont pas du tout les mêmes moyens financiers les uns et les autres, les départements ne sont de la même manière pas exposés aux mêmes difficultés quant au grand âge. Vous avez des départements qui sont confrontés aujourd'hui, vous en avez qui seront confrontés à un pic dans 5 ans, d'autres dans 10 ans. Il faut donc que les projets qui seront financés par de l'argent public ou partiellement par de l'argent public, que ces projets, eh bien, ils tiennent compte de cette programmation et qu'on programme fondamentalement là où c'est absolument nécessaire. De la même manière, j'évoquais tout à l'heure le problème effectivement de la participation de plus en plus importante de l'État par le biais de la CNSA sur l'APA et sur la PCH, puisqu'on sera sans doute bientôt à 50% en moyenne, mais je ne pouvais pas taire le fait que 50% pour tout le monde ne me paraît pas la meilleure solution. C'est aujourd'hui la solution qui est demandée par Départements de France. Mais est-ce que le principe d'égalité, c'est pas de traiter de la même manière ceux qui se trouvent dans les mêmes situations et traiter différemment ceux qui se trouvent dans des situations différentes? Lorsque j'étais président de la commission des finances de l'ADF à l'époque, j'avais mis en place, ça n'a pas été facile, la péréquation, la mutualisation des DMTO, des droits de mutation à titre onéreux. Aujourd'hui, ça a été très très compliqué de le faire, et c'est l'aide du président de l'époque, Bussereau, qui nous a permis de le faire, mais aujourd'hui, plus personne ne songe à remettre en cause cette mutualisation. Alors qu'au départ, on s'est fait traiter de tous les noms en disant « ouais, c'est parce que nous, on travaille bien qu'on va nous pénaliser financièrement ». Et je disais à mon collègue Devedjian, Dieu et son âme, mais Patrick, c'est pas parce que tu es génial que tu as des DMTO considérables, c'est un effet d'aubaine. Et si dans la Creuse, ils sont dérisoires, c'est pas parce que nos collègues de la Creuse sont moins intelligents que nous. Mais aujourd'hui, tout ça s'est passé. Mais cette péréquation qui se fait horizontalement des départements riches vers les départements pauvres, il faut pour moi qu'elle soit confortée d'une péréquation verticale de la part de l'État vis-à-vis des départements. Parce que le département, c'est une étiquette qui recouvre des réalités extrêmement diverses. Je donne la parole et puis on va vous répondre. Hein. Alors, je vais répondre au fil de l'eau aux questions que vous avez posées. Donc, pour commencer, le texte qui est paru sur la maladie de Charcot, SLA, soyez rassurés, la loi sera appliquée. Donc, on est en train d'y travailler pour voir comment on compense. C'est les décrets d'application qui doivent paraître, et il y en aura. Et donc, la question de la compensation se pose. Je dois vous dire que la question qui est dans l'air, c'est de savoir s'il faut prévoir un nouveau concours uniquement pour cette compensation. Donc, nous, on essaie d'éviter que ce soit un nouveau concours, vu qu'on essaie de réduire le nombre. Mais à partir du moment où il y a écrit compensation intégrale dans la loi, il y aura une compensation intégrale. Ça sera prévu par les textes. Sur la subsidiarité, Madame, vous avez posé la question sur la mesure subsidiarité par rapport... Donc, c'est une mesure qui vient combler une anomalie, puisque c'est prévu pour toutes les autres prestations de sécurité sociale, sauf l'APA et la PCH. Et effectivement, il y a quand même des dépenses qui sont couvertes, des dépenses identiques qui sont couvertes 2 fois aujourd'hui par les assurances et par l'APA et la PCH. Il faut savoir que c'est une demande forte des départements de demander cette subsidiarité parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de faire des contentieux quand l'occasion se présente et qu'il y a des doubles financements pour, par exemple, une aide humaine qui relève d'un accident et qui est compensée par les assurances. Donc, c'est quelque chose qui était considéré comme une anomalie puisque les départements devaient aller au contentieux pour obtenir le remboursement des aides qu'ils avaient versées.
Donc il y aura ce mécanisme de subrogation avec effectivement une application qui sera assez complexe à mettre en œuvre et qui va être prévue dans les mois qui viennent pour permettre au département de ne pas verser l'aide lorsqu'elle est déjà apportée dans le cadre d'un accident par un tiers, par exemple. Et ça existe pour d'autres prestations d'invalidité, par exemple. On sera attentif à la question que vous avez posée pour MaPrimeAdapt', malgré le resserrement des aides, qu'il n'y ait pas des personnes qui soient plus éligibles et qui soient en difficulté. Vous savez qu'il y a une remise à plat globale sur laquelle on travaille, qui vise à resserrer dans une optique de régulation budgétaire notamment, mais on sera attentif à la question que vous posez, c'est que ce resserrement ne laisse pas de côté des personnes qui étaient auparavant éligibles. Sur la question du virage domiciliaire et des services d'aide à domicile, donc vous avez raison, il y a une réforme importante qui est conduite en ce moment, qui va arriver à son terme à la fin de l'année, qui visera à fusionner les SIAD et les SAD pour qu'on ait des services où ce ne soit pas l'usager ou son aidant qui fasse la coordination entre le volet soins sanitaires et le volet aide. Donc c'est une réforme importante qui se met en place. On a de bons espoirs de penser qu'elle arrivera à son terme, qu'on aura bien sur l'ensemble du territoire des services fusionnés. Vous avez raison de dire que l'attractivité des métiers dans ce contexte se pose. C'est un des grands sujets que la branche autonomie doit traiter, ce sujet de l'attractivité des métiers. Et vous savez qu'on a pour projet en 26 ou en 27, si on n'y arrive pas en 26, de déployer sur l'ensemble du territoire des plateformes d'attractivité des métiers qui visent, dans une synergie entre l'ensemble des acteurs, à favoriser déjà la recherche de personnes qui auraient vocation à rejoindre ces métiers et de faire en sorte que France Travail participe activement avec l'ensemble des fédérations aussi du secteur à pourvoir ces métiers. Ça rejoint aussi les évolutions salariales qui ont lieu, même si on constate que les salaires restent faibles. La branche a financé 5 milliards d'euros de hausse de salaire entre 2020 et aujourd'hui, qui sont allés aux ESMS pour notamment à l'attractivité des métiers, même si on sait bien que ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même 5 milliards d'euros qui ont été déployés. Vous avez parlé des 85 avec est-ce qu'on a la garantie que les départements vont verser? On n'a jamais la garantie puisqu'on n'a pas la main sur les départements qui sont des autorités décentralisées, mais néanmoins, plus on les aide à financer ces revalorisations salariales, plus on a de chances qu'elles soient effectivement mises en œuvre. Il y aura forcément des départements où les fédérations nous remontent qu'il y a des difficultés, mais globalement, quand même, les compensations sont mises en œuvre. Et oui, il y a un sujet sur l'agrément futur des conventions avec des hausses de salaire parce que c'est coûteux pour les départements qui sont dans une situation financière difficile. Et on a bien cette question des agréments et de la capacité qu'on a, département comme branche, à les mettre en œuvre. Ce qui rejoint la question des ressources de la branche que vous avez justement posée, que Jean-René a exprimé également dans le cadre d'une réforme pluriannuelle. Il faut trouver, compte tenu des besoins qui seront les nôtres à horizon 2030 et 2040, il va y avoir une enquête qui va sortir de l'INSEE et l'adresse. On voit déjà qu'il y a plus de 500 000 personnes à prendre en charge en situation de perte d'autonomie à horizon 2040, encore plus en 2050, avec un pic qui est plutôt à 2050. Donc même si l'espérance de vie en bonne santé augmente, il est aujourd'hui de 26 ans à 60 ans, ce qui est un progrès énorme depuis 2015. Mais il restera que le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie a vocation à s'accroître et qu'on devra trouver des ressources supplémentaires. Sur la question de Séraphin et de la concertation, c'est une réforme qui est mise en œuvre vraiment, nous on estime, dans la plus grande transparence et dans la plus grande concertation. À notre niveau, il y a des groupes de travail réguliers avec l'ensemble des fédérations. Tous les mois, la ministre réunit aussi l'ensemble des acteurs régulièrement. Malgré les aléas politiques qu'on a connus, ces réunions ont toujours été tenues au niveau de la ministre elle-même, de son cabinet et de nous-mêmes dans des phases techniques. Malgré tout, c'est une réforme lourde et c'est normal que les fédérations témoignent d'une certaine inquiétude. On essaie de l'apaiser le plus possible. L'année 2026 sera consacrée à partager encore plus avec elles ces effets du modèle et les simulations. Les fédérations ont joué le jeu puisque l'étude de coût a pu être menée. Maintenant, il reste à bloquer le modèle, mais encore une fois, dans la plus grande transparence.
Sur la question de comment on compte accompagner l'ensemble des acteurs pour faire émerger des solutions d'habitat intermédiaire, précisément, donc, le directeur de la CNSA a été missionné en lien avec la Caisse des dépôts pour construire une gouvernance en lien avec l'ensemble des acteurs. Donc ça comporte notamment les bailleurs sociaux, les départements, mais aussi les communes qu'on souhaite embarquer dans ce chantier. Oui, vous avez raison, il y a une question de gouvernance à traiter, pas uniquement une question de moyens, même si les moyens comptent, et on voit qu'on met sur la table quand même 100 millions d'euros supplémentaires dans un contexte budgétaire contraint sur ce sujet. C'est peut-être pas suffisant, donc vous êtes appelés à faire à votre niveau ce qu'il faut pour qu'on ait davantage de moyens, mais c'est quand même 100 millions qui sont mis sur la table, avec des sujets de gouvernance qui seront portés par le directeur de la Caisse, par la Caisse des dépôts, pour voir comment on pourrait mettre en mouvement l'ensemble des acteurs, notamment les bailleurs sociaux, parce que c'est une question de logement aussi, d'habitat, d'urbanisme qu'il faut empoigner de manière effectivement peut-être plus dynamique que cela ne l'a été. Sur les moyens à mettre en œuvre et sur les inégalités territoriales, bon, c'est vrai qu'il reste des inégalités territoriales, qu'il faudra mettre en œuvre une planification de l'offre à horizon 2040-2050, de l'offre en EHPAD, qui est aussi inégale selon les territoires, de l'offre en habitat intermédiaire et de l'offre aussi en service à domicile. Donc oui, ça appelle à une planification dans les années futures, planification qui effectivement ne peut pas être mise en œuvre de manière parfaite dans le cadre des PLFSS, qui sont des lois annuelles. Et donc on appelle de nos voeux une loi de programmation aussi. Et vous l'avez souligné, on est en phase avec vous sur ce sujet. Merci madame. Alors je vais demander à nos collègues d'être précis et concis parce que le temps passe malgré l'intérêt de cette audition. Il reste 10 collègues qui veulent intervenir. Je suis désolé, donc je vais donner la parole à monsieur Chassaing pour commencer. Alors essayez d'être précis et concis, particulièrement dans vos questions. Merci monsieur le président, merci monsieur le président et madame la directrice. Donc, si vous voulez, je vais essayer d'être assez rapide. Donc, l'augmentation de la durée de vie, vous l'avez dit, les 85 ans seront doublés entre 2020 et 2040. La dépendance va augmenter. Donc, en EHPAD, on a des personnes, comme vous l'avez dit, de plus en plus dépendantes. On est toujours à 0,6 comme couverture, si vous voulez, de postes par rapport au nombre de pensionnaires. Il faudrait aller rapidement à 0,8, ce qui fait au moins 40 000 emplois de plus. Ne faut-il pas les faire, non pas sur 10 ans avec 4 000 par an, mais au moins sur 4 ou 5 ans, le proposer sur 4 ou 5 ans. Et ne faut-il pas recommencer à mettre en place des unités d'hébergement renforcées pour des personnes qui ont des troubles cognitifs dans les EHPAD. Deuxièmement, question, vaccination, ne faut-il pas aussi inciter les employés à se vacciner, puisqu'ils ne sont que 25% qui se vaccinent? Troisième question, sur les EHPAD, l'habitat intermédiaire, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. C'est d'ailleurs dans le rapport Libault pour l'isolement, pour la vie sociale. Je pense qu'on peut avoir des personnes en hébergement, en habitat intermédiaire, même s'ils sont dépendants, sauf s'ils ont des troubles cognitifs, mais à condition du maintien à domicile, puisque les personnes habitat intermédiaire sont chez eux, et à condition, bien sûr, d'augmenter le SSIAD et le SAAD. Et Madame la directrice, vous avez dit une fusion entre les SSIAD et SAAD, services d'aide à domicile, pour faire des SAAD, services d'aide à domicile. Pourquoi pas conserver ce qui a été proposé, c'est-à-dire des conventions à partir du moment où dans des endroits ça se passe bien. Et enfin, lorsqu'on a des habitats intermédiaires, vous avez dit, Monsieur le Président, d'ouvrir les EHPAD. Pourquoi, lorsque dans certaines communes, notamment des secteurs ruraux, les EHPAD ne pourraient pas intervenir dans les résidences intermédiaires pour l'animation ou pour un petit peu quand même un minimum de sécurité. Merci. Merci Daniel. Florence Lassaradne.
Oui, je vais être rapide. D'abord, je ne vois pas pourquoi dans un pays où on oblige les nourrissons à être vaccinés pour entrer en collectivité, on ne fait pas la même chose pour les personnes âgées qui n'ont plus aucun effet secondaire des vaccins anti-grippe. Ça, c'est une réflexion plus qu'une question. On a fait avec le Sénat un déplacement, en particulier au Danemark, où on a vu des structures genre club d'activité, mais largement sponsorisées par les autorités, qui permettaient à des gens d'arriver de tout le village en déambulateur ou autrement, des gens très âgés, et avoir chacun une activité dédiée. Donc est-ce qu'il ne faut pas mieux mettre le paquet sur ce qui peut rassembler les gens et plutôt que d'être en aval devant des situations de dépression qui aggravent vraiment l'Alzheimer. Et sur l'Alzheimer, il y a quand même un espoir de stabilisation lorsque le traitement par l'Akedumab, qui est actuellement autorisé par l'Agence européenne du médicament, sera autorisé en France. Est-ce que finalement, définitivement, on s'organise pour l'Alzheimer, ou est-ce qu'on a un espoir dans ce sens et on se dit qu'un jour, il n'y en aura peut-être plus? Merci. Corinne Imbert. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice. 2 questions très courtes. Vous avez beaucoup parlé de résidences intermédiaires, Monsieur le Président. Est-ce qu'elles doivent toutes, et je dis bien toutes, relever du Code de l'action sociale et des familles? Parce que vous parlez de planification, donc voilà, une question. Et puis, vous savez que pour l'agrément des accueillants familiaux, la personne peut être agréée pour 4 personnes si elle accueille 4 personnes âgées, pardon, hein, si elle accueille un couple. Est-ce que vous êtes favorable à l'extension à 4 agréments, couple ou pas couple? Je vous remercie. Merci. Annie Leouérou. Merci, Monsieur le Président, et merci pour vos présentations. Donc moi, je vous rejoins sur la nécessité d'une grande loi, mais vous exprimez aussi mon désespoir quant à la mise en œuvre réelle, et c'est pas la branche autonomie avec ses 3,5% d'augmentation qui va nous permettre de répondre à toutes les questions qui ont pu être évoquées ce matin. Je voulais juste souligner, vous indiquez un ralentissement par rapport à la trajectoire prévue, notamment sur la création de postes et de places, mais en fait, la capacité à faire des départements, mais aussi des associations à but non lucratif font que finalement, on tarit les projets puisqu'ils ne sont plus en capacité d'emporter. Les associations à but non lucratif ont utilisé leurs réserves de précaution et sont aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, en très grande difficulté. Et je voulais savoir si vous aviez une vision de ces établissements, de la situation critique de ces nombreux établissements au niveau de la CNSA, qui fonctionnent pour beaucoup d'entre eux avec des crédits non reconductibles, sans visibilité dans le temps, avec des pressions et des stress importants sur les directions d'établissement, mais aussi sur les élus qui les portent. Et je pense que là aussi, on a une sinistralité, voilà, enfin des arrêts de travail importants qui sont liés au fait de cette incertitude quant au financement. Ma première question, celle-ci, précédemment c'était plus une remarque, mais sur la fusion des sections dépendance et soins, une vingtaine de départements l'ont mise en application à titre expérimental. Je voulais savoir quel était le bilan que vous pouviez tirer. Et puis, je voulais à nouveau insister sur les aides à domicile qui... Enfin, on pose un problème d'attractivité des métiers parce qu'on parle beaucoup même plus de virage domiciliaire, mais de quelque chose qui est déjà en place. Mais on doit noter une difficulté d'attractivité des métiers. Donc, est-ce que la CNSA porte une réflexion autour de la formation initiale et continue de ces professionnels de l'accompagnement et aussi la revalorisation de ces métiers, parce que le Ségur, ça a été dit tout à l'heure, ne s'applique pas à ces professionnels, et je pense que c'est aussi une différence de traitement entre ceux et celles, surtout celles d'ailleurs, qui interviennent dans un établissement, dans le domaine de la santé ou dans les établissements médico-sociaux, et les personnes qui interviennent à domicile. Merci. Merci Annie. Anne-Sophie Romani.
Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Directrice, je souhaitais mettre l'accent non pas sur les chiffres, mais sur les pardon, mais sur l'efficacité. Nous avons parlé du bien vieillir à domicile, enfin du virage domiciliaire. Je voulais savoir si vous disposiez d'indicateurs de suivi précis concernant le taux de maintien, les indicateurs de qualité ou de satisfaction pour poursuivre la question posée par mon collègue Olivier Henno. Deuxième question, comment la CNSA évalue-t-elle la répartition territoriale des financements? Je voudrais savoir s'il existe aujourd'hui des inégalités dans les services à domicile ou les EHPAD qui se creusent d'un département à un autre. Et enfin, dernière question, comment la CNSA assure-t-elle la coordination entre l'État, les conseils départementaux et les ARS, dont vous avez très peu parlé, pour la mise en œuvre des schémas régionaux de santé et d'autonomie? Je voulais savoir s'il y avait une coordination et d'efficacité qui était faite. Je vous remercie. Merci. Monique Lubin. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Le Serre, je suis là. Je vous remercie pour vos propos sur le village Alzheimer. Je suis des Landes. Et nous aurons donc le plaisir, je crois, de nous retrouver prochainement dans les Landes. Je vous remercie pour le soutien de la CNSA qui est permanent à nos projets. Je voulais juste vous demander, du coup, de continuer à jouer de votre influence pour que ces établissements, celui-là et celui que nous souhaitons implanter en matière de répit partagé, aient un statut bien particulier pour être pérennisé en termes de financement, bien évidemment. Merci. Anne Souiris. Merci. Très court. Alors, la question n'a pas été posée, mais je la repose parce que je pense que c'est important. Est-ce que vous pouvez nous dire sur les EHPAD si vous avez des chiffres actualisés sur le nombre d'établissements en difficulté financière qui pourraient amener à leur fermeture? On avait fait un rapport avec notamment Madame de Seine et Nadine sur la question des EHPAD et de leurs difficultés. Là, on enlève l'urgence. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez un chiffrage de la disparition éventuelle du nombre d'EHPAD? Deuxième question, est-ce que vous pouvez nous confirmer que l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap sont comprises dans le gel des prestations sociales en 2026? Et enfin, dernière question, vous parliez du domicile et de l'isolement, de la mort sociale des personnes souvent en perte d'autonomie. Vous parliez de solutions dans l'habitat intermédiaire, mais au domicile, est-ce qu'il y a des préconisations particulières? Merci. Merci. Cathy Apourceau-Poly. Oui, Monsieur le Président, tout d'abord, merci à vous pour évidemment l'état des lieux que vous nous avez fait. Alors, on ne va pas pouvoir dire grand-chose parce que vous avez compris qu'on a tous 1 minute 30, puisque nous sommes en retard dans les auditions, mais ce n'est pas grave, on va avoir le temps de toute façon d'en discuter lors du PLFSS. Et moi, j'aimerais quand même dire 2 choses. Je regrette évidemment, comme les collègues, parce que vous savez, c'est un sujet qui nous passionne, Monsieur le Président, toutes et tous. Et je regrette évidemment, comme quelques-uns de mes collègues, que nous n'ayons jamais eu finalement cette grande réforme autonomie, grand âge qui nous a été promis pendant des années, des mois, et où on est venu finalement nous leurrer sur cette loi qui devait exister et qui n'a jamais vu le jour. Mais on parle beaucoup d'autonomie, on parle beaucoup de handicap, Monsieur le Président, mais nous savons que les besoins explosent et que malheureusement les moyens ne suivent pas, que nous avons un tas de problèmes dans les EHPAD. Je pense aux aides à domicile, etc. Je pense aussi aux aides-soignantes. Je pense aussi à tout ce personnel qui finalement travaille et qui est en grande difficulté sociale, de reconnaissance et salariale. Alors, vous avez dit tout à l'heure dans votre propos, Monsieur le Président, qu'il y allait y avoir un recrutement de 4500 personnes dans les EHPAD. J'aimerais savoir à combien ça correspond par EHPAD, parce qu'il me semble qu'en France, il y ait 7500 EHPAD et que ça fait 0,5 personnes par EHPAD. Et je pense que franchement, avec les besoins
que nous avons, ça ne suffit absolument pas. J'aurais aimé parler du département, mais je ne le ferai pas parce que nous n'avons pas le temps. En tous les cas, je pense aujourd'hui quand même que l'APA et la PCH nous mettent dans des difficultés dans les départements parce que l'État, finalement, devait compenser il y a quelques années, lorsqu'il y a été question de l'APA et de la PCH à l'euro près, et que c'est loin quand même d'être le cas. Voilà, je vous remercie. Solange Nadille, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Directrice, moi, je vais aller en Outre-mer, puisque je suis de la Guadeloupe. J'aimerais savoir comment analysez-vous la prise en charge du vieillissement en Outre-mer avec le manque de structures publiques et le développement des structures privées à but lucratif, puisque je vous dis, à date, nous avons 30% de la population qui a plus de 60 ans. Donc, vous avez regretté les financements, si j'ai bien compris, les financements actuels qui sont fléchés presque uniquement vers les EHPAD. Oui, oui, effectivement, peut-être. Vous dire que nous sommes dans les territoires ultramarins plus intéressés par le virage domiciliaire, et j'entends par virage domiciliaire, vous allez parler de maisons autonomes, de structures adaptées pour la personne âgée, oui, le maintien à domicile. Et enfin, vous dire que moi, je pense que l'absence de prise en charge de ce vieillissement en Outre-mer préfigure une autre problématique qui est la santé mentale des aidants. Comment analysez-vous la situation? Merci. Je vous remercie. Donc, il vous appartient maintenant de répondre de manière assez globale. Merci. Bien, sans accaparer trop votre temps non plus. Alors, sur les premières questions, si vous voulez, moi je suis assez réticent, si vous voulez, sur le fait d'avoir des unités renforcées dans les EHPAD pour les personnes. J'ai le souvenir des Cantous. Je ne veux surtout pas que ça se transforme effectivement dans le Cantou d'hier. Donc il y a effectivement une réflexion à faire, mais je ne suis pas sûr que ça doit être la seule réponse. Je pense que les personnes qui souffrent effectivement de maladies neurodégénératives, il y a des personnes qui peuvent être convenablement accompagnées dans les EHPAD, mais mon expérience fait qu'elles sont mieux accompagnées aujourd'hui en habitat partagé, et très nettement mieux accompagnées. Il faudrait simplement que les conditions financières soient des conditions qui soient identiques. Tout à fait d'accord aussi pour dire que, bien évidemment, le vaccin des personnes âgées n'a de sens que si on oblige, et on peut peut-être obliger plus facilement d'ailleurs, les personnes qui sont salariées à être elles-mêmes vaccinées. Bon, à la limite, la personne qui travaille, vous pouvez la mettre devant un choix consistant à dire, sur le travail que vous faites, ou alors il faudra vous transférer dans une autre responsabilité. Mais si vous êtes au contact, effectivement, de manière régulière de personnes dans une grande fragilité, c'est votre devoir, et vous ne pouvez pas continuer ce travail si vous n'avez pas été préalablement vacciné. Sur le Danemark est un État passionnant, si vous voulez, parce qu'il est à la pointe dans beaucoup de points, avec parfois des choses qui, dans un premier temps, risquent de heurter. Vous savez, le Danemark, c'est par exemple le pays qui vient dire que lorsqu'une personne demande de l'aide, on commence par lui expliquer tout ce qu'il faut faire pour qu'elle s'en passe avant de lui offrir cette aide. Et pourtant, effectivement, la part de PIB qui consacre effectivement aux personnes âgées est considérable, mais c'est peut-être pas une manière également totalement stupide. Des gens qui sollicitent une aide, mais qui sont capables, si on les aide, dans un premier temps, effectivement, à faire face eux-mêmes, c'est l'intérêt de tout le monde d'y parvenir. Les résidences, vous m'avez parlé de la multiplication des statuts, résidences intermédiaires, on a le code de l'action sociale et des familles, pour les résidences seniors, on a le code de la construction et de l'habitat. Bien sûr, l'un des problèmes de l'habitat intermédiaire, c'est l'anarchie qui règne au niveau, effectivement, juridique, entre des structures qui, finalement, rendent un service de même nature. Et aujourd'hui, la seule différence fondamentale, c'est que certaines structures sont accessibles à tous parce qu'il y a ou bien l'aide à la vie partagée ou bien
l'aide sociale à l'hébergement, et d'autres ne le sont pas, parce que le dynamisme, il est plutôt du côté des entreprises. Or, toutes les entreprises ne s'appellent pas Orpea, si vous voulez. Hein. Il y en a également qui ont un esprit de service chevillé au corps, mais les tarifs ne sont pas les mêmes s'il n'y a pas effectivement la moindre aide de la part des pouvoirs publics. Donc, la volonté, c'est effectivement désormais d'avoir au niveau de l'habitat inclusif, qui est un terme que je trouve plus riche que celui d'habitat intermédiaire. Intermédiaire, ça permettait d'expliquer qu'on était entre l'un et l'autre, mais l'inclusion, elle existe dans tout habitat intermédiaire. Il y a la volonté d'avoir désormais une appréhension, une programmation qui soit identique d'un côté et de l'autre. Les associations commerciales, les personnes morales de droit privé à but commercial. Il y en a qui font très bien leur boulot. Pas toutes, mais il y en a qui font très bien leur boulot. Moi, j'ai en tête, si vous voulez, dans le développement de l'accueil familial, des structures comme Cette Famille, comme Monseigneur, qui sont des structures qui construisent, qui, à peine après avoir construit de la meilleure des manières, c'est-à-dire des structures qui sont neuves pour les personnes âgées ou pour les personnes en situation de handicap, des structures qui ne sont pas consommatrices en termes de fluides, à très basse consommation, à toiture végétalisée, trouvent immédiatement et sans beaucoup de difficultés le bailleur social qui accepte de les reprendre. Même chose, les bailleurs sociaux, il y a des départements où ça ne marche pas, mais il y a aussi des départements où ça marche, où la présence du bailleur social comme propriétaire, elle va venir conforter également l'accessibilité de chacun dans la structure d'habitat partagé. Et je ne suis pas favorable à ce qu'on modifie pour l'accueil familial le nombre de personnes qui peuvent être accueillies, 3 ou 4, 4 s'il y a un couple, 3 s'il n'y a pas de couple. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les personnes morales, qu'elles soient privées, de droit privé ou de droit public, généralement, elles ne construisent pas une seule maison. Elles construisent plusieurs maisons, une sorte de petit village, si vous voulez. Donc, ce qui veut dire que... et un jardin qui est un jardin partagé. Ce qui veut dire que la vie sociale, elle se met également en place plus facilement, parce que ce n'est pas seulement 3 personnes ou 4, c'est 3 ou 4 multipliés par 3 ou 4 habitations qui en fait vivent très largement en commun. Avec, en milieu rural et semi-rural, des relations idylliques avec les mairies, parce que généralement ils construisent également pour l'ensemble de leurs locataires habitants. Ils construisent une sorte d'orangerie. Je ne dis pas ça parce qu'on est au Sénat, qui est un lieu, effectivement, qui permet les réunions familiales ailleurs que dans une petite chambre où on se retrouve à 10 dans une chambre, ça n'a pas beaucoup de signification, et qui permet aussi d'organiser des animations pour les personnes et hors des personnes. Les maires disent, mais nous, on va mettre l'école de musique, on va y faire nos représentations théâtrales, on va y faire nos représentations de chant, et bien évidemment, les personnes âgées ou handicapées sont les premiers spectateurs. Et généralement, ces structures, elles embauchent également des accueillants familiaux qui sont beaucoup mieux payés, et tant mieux, que les aides à domicile. Hein. Le salaire de l'accueillement familial dans une société que j'ai en tête, c'est 2 700 €. C'est peut-être pas Byzance, mais par rapport effectivement à mes 800 € dans le département du Nord de salaire moyen des aides à domicile, c'est pas tout à fait la même chose. Et qui embauchent également des accueillants familiaux de remplacement, c'est-à-dire des personnes qui généralement sont un peu plus âgées, qui ne souhaitent pas avoir un travail à temps complet et qui disent mais nous on est OK pour faire des remplacements le week-end, des remplacements pendant les grandes vacances, plutôt que de faire déménager les personnes accueillies vers un EHPAD ou vers une structure collective autre, alors que c'est leur domicile et qu'elles ont le droit d'y rester. Je crois que tout cela, ça mérite aussi effectivement d'être encouragé. J'ai aussi été très, très marqué, si vous voulez, dans les auditions qu'on a faites, par ceux qui sont prêts à intervenir de manière massive. Moi, j'ai été surpris, mais heureusement surpris, de voir des grandes structures qui sont considérées comme très bien par tout le monde, y compris par l'UNIOPS, puisque j'ai cité cette famille est ardemment défendue par l'UNIOPS, qui me disent, mais nous, Monsieur le Président, on est prêt à ouvrir un équipement par semaine à partir de janvier 2016, c'est-à-dire 52 équipements sur l'année. Et Monseigneur dit la même chose. Mais quand je m'étonnais, ils disent, mais vous savez, c'est à 4 personnes par équipement, c'est peanuts par rapport aux besoins qui sont les vôtres. Mais il y en a qui sont prêts à faire ça et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'aide de la part des collectivités publiques pour y parvenir. Je te laisse peut-être un peu le relais, je reprendrai après sur d'autres blocs. Il faut aller très vite. 5 minutes. Il nous reste 5 minutes.
Alors, je reprendrai sur la Guadeloupe après. Vous avez posé la question des EHPAD en difficulté, donc c'est une réalité. Même si on avait la situation de 2023 qui était vraiment très dégradée avec plus d'1 milliard de déficit au total sur les EHPAD, et vous savez en particulier... Pardon, parce que j'arrive pas. Sur les EHPAD publics, la situation s'améliore légèrement en 2024 et nous n'avons pas de suivi ou d'alerte particulière sur des EHPAD qui seraient amenés à cesser leur activité faute de trésorerie. Donc, bon, il y a eu effectivement des CNR, il y a eu des fonds d'urgence qui ont sans doute aidé. Donc, l'inquiétude est forte cette année du fait de l'absence de fonds d'urgence. Néanmoins, il y a quand même des crédits qui sont injectés dans les EHPAD et la fusion des sections, notamment pour ceux qui sont expérimentateurs, sa perspective de généralisation, les coupes Agir Pathos, plus de 100 millions dans les EHPAD. Donc, il y a des moyens pour soutenir les EHPAD. Vous savez aussi qu'on veut favoriser leur regroupement via des groupements territoriaux pour les soutenir et faire en sorte qu'ils mutualisent beaucoup de fonctions qui aujourd'hui sont dispersées, notamment les achats par exemple. Donc oui, il y a une inquiétude, oui, il y a encore beaucoup d'EHPAD en difficulté, mais une légère amélioration et surtout un taux d'occupation aussi qui s'améliore légèrement. Mais effectivement, la perspective, elle n'est pas non plus réjouissante, vous avez raison. Vous nous avez posé la question d'un bilan de la fusion des sections. C'est vous, madame, je crois. C'est pas vous. Donc, ce qu'on sait, c'est que ça se passe bien, notamment entre les ARS et les conseils départementaux pour ce qui est des opérations de tarification sur l'année, que ça a permis de doter de plus de 100 millions, 110 millions d'euros supplémentaires, rien que pour les 20 CD expérimentateurs et donc leurs EHPAD. Donc, c'est un renforcement des moyens aux EHPAD. Donc, c'est un bilan qui est positif de notre côté, notamment aussi parce que ça uniformise le forfait et le financement de la section dépendance qui était très variable selon les départements. Il y a des départements qui avaient sous-financé la section dépendance, alors que la section soins était surfinancée, entre guillemets, et donc participait à éponger une partie du déficit des EHPAD. Donc pour nous, le bilan, il est très positif, même s'il faudra le consolider, et on doit passer maintenant à l'étape de généralisation, et c'est ça qui nous préoccupe. Combien ça va coûter à la branche? Dans quelles conditions on fait cette généralisation? Est-ce qu'on reproduit ce qui a été fait dans l'expérimentation ou est-ce qu'on fait quelque chose de différent? C'est ça qui nous préoccupe. Sur la formation initiale et continue, on travaille beaucoup avec les OPCO et on verse, je ne pourrais plus vous dire le chiffre exact, mais c'est plus de 300 millions à chaque année pour renforcer ce qui est mis en place par les OPCO, avec une difficulté quand même à flécher les financements des OPCO sur les métiers de la perte d'autonomie et surtout les métiers aide-soignante, notamment en EHPAD ou au service d'aide à domicile. On a une difficulté à mobiliser les OPCO, je ne vous le cache pas, qui sont des grosses structures et qui ont du mal à flécher très précisément sur la VAE, sur les qualifications dans notre secteur. Donc on voudrait renforcer les actions, renforcer notamment au niveau local, et je vous en ai parlé par le biais des plateformes. On voudrait que plutôt que d'avoir des structures OPCO avec des actions au niveau national de la CNSA, déconcentrer une partie des actions et notamment faire en sorte que les plateformes des métiers puissent utiliser une partie des financements pour les flécher sur des actions très concrètes de formation initiale et continue des professionnels qui sont essentiellement des femmes, vous le savez. Comment on fait pour coordonner les ARS et les conseils départementaux? C'est une vraie question, puisque vous savez que cette branche n'a pas de réseau propre, mais tout repose sur la coordination entre les départements et les ARS au niveau local. C'est un travail quotidien que fait la CNSA. Et vous savez qu'on a des rencontres territoriales chaque année dans l'ensemble du territoire, dans toutes les régions et en choisissant un département chaque année. Et qu'on a aussi des conventions tripartites qui vont être signées en 2026 dans l'ensemble des départements. Conventions tripartites qui regrouperont l'ensemble des actions mises en œuvre conjointement par les ARS, les départements et la CNSA sur un territoire. Enfin, l'APA et la PCH ne sont pas concernés par le gel des prestations. Il y a une seule prestation de la branche qui est concernée, c'est l'AEH.
Et la hache aussi, mais la hache, ce n'est pas une prestation de la branche. Et l'outre-mer, je laisse Jean-René compléter s'il le souhaite. Simplement pour dire que sur l'outre-mer, on a d'ores et déjà des politiques qui sont des politiques spécifiques, effectivement, sur l'outre-mer, parce qu'il y avait un retard qui était un retard relativement important. Et donc, financièrement, on a effectivement ciblé sur l'outre-mer beaucoup plus que sur le territoire métropolitain. Il y a des modalités pour les personnes âgées, comme l'accueil familial, qui semble effectivement en Outre-mer être particulièrement prisé. D'ailleurs, c'est je crois le département de la Réunion qui arrive en numéro 1 sur l'accueil familial. Ce que l'on fait sur l'accueil familial, on le démultipliera effectivement Outre-mer. Dire également, et je terminerai là-dessus, Monsieur le Président, qu'il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec mon interlocutrice, j'allais dire ma collègue sénatrice, mais bon, sénateur un jour, sénateur toujours, c'est effectivement le fait de demander à l'État de financer intégralement l'APA, la PCH et pourquoi pas le RSA. Donc l'ensemble des allocations individuelles de solidarité, même les départements ne le demandent pas, et je pense que s'ils le demandaient et si on leur accordait, ils auraient signé leur acte de mort. C'est-à-dire que je vous rappelle quand même que moi j'étais encore sénateur lorsque la loi NOTRe a commencé à être étudiée par le Parlement ici au Sénat, et que dans la loi NOTRe, il y avait inscrit clairement non seulement la disparition du département, mais à la date de l'enterrement, si je peux m'exprimer ainsi, c'était 2020 ou 2021. Mes souvenirs sont bons. Si on part sur ce type de revendication, à mon avis, le conseiller territorial est pour demain. Je vous remercie. Désolé de vous presser, mais nous avons une audition dans la foulée. Je voudrais, en m'excusant auprès de celles et ceux qui n'auront pas eu de réponse, de leur dire, si vous nous écrivez à la CNSA, on vous répondra par écrit. Oui. Merci. Merci à vous de votre patience et de votre gentillesse. De continuer.